Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Studio Lacan pour laquelle nous avons décidé de revenir sur la question ukrainienne et la guerre en Ukraine à laquelle nous avons déjà consacré plusieurs éditions, mais contrairement à certaines prévisions qui avaient indiqué une guerre courte, non seulement le conflit s'enlise, mais son cortège d'horreur, le nettoyage ethnique, mais aussi maintenant la dimension de l'escalade nucléaire qui revient au premier plan de la scène, avec la mobilisation que vient d'annoncer Poutine, nous amène à poser la question de cette guerre, de son actualité, de ses nouveaux enjeux, avec Jean-Sylvestre Mongrenier, qui est avec nous, qui est historien et géopoliticien, agrégé d'histoire et géopoliticien. Et nous allons donc discuter avec lui des enjeux européens et mondiaux posés par cette guerre et par les nouveaux tournants qui l'accompagnent. Puis ce débat sera ponctué par un écho de la culture présenté par France Jégu au sujet de la mort de la reine Elisabeth. Et dans un dernier moment, nous aurons une actualité de la psychanalyse présentée par Marie Laurent qui parlera des CPCT, des centres de consultation et de traitement psychanalytique. Voilà, c'est parti. Bonsoir Jean-Sylvestre Mongrenier. Bonsoir. Je vous ai présenté trop brièvement tout à l'heure et de manière un peu fautive. Donc vous êtes surtout géopoliticien, chercheur donc à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, mais aussi à l'Institut Thomas More. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je citerai pour le dernier celui qui est paru en 2020 aux presses universitaires de France, Le Monde vu de Moscou, géopolitique de la Russie et de l'Eurasie post-soviétique, qui sont vos thématiques de recherche de prédilection. Et pour commencer cette émission, une première question sur ce que vous avez évoqué dans un article récent qui est paru sur Desk Russie, qui est où vous évoquez la dimension épocale de cette guerre en Ukraine. Alors, nous avons changé d'époque. Oui, il me semble que c'est un basculement. Alors, il y avait une maturation. Les choses ne se produisent pas comme ça soudainement. On a un peu de mal à identifier les points de bascule. Cette guerre, il faut rappeler qu'elle a commencé en 2014. Malheureusement, en Europe, on fait comme si, enfin en Europe occidentale, j'entends, on fait comme si tout commençait le 24 février. Mais depuis 2014 et jusqu'au 24 février, il y avait quand même eu 13 à 14 000 morts, plusieurs centaines de milliers de réfugiés ou de déplacés, comme on dit aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est des distinctions administratives par rapport à la réalité vécue. C'est des gens qui doivent fuir la guerre, qui doivent fuir leur maison. Et c'était déjà un drame. C'était pas une petite guerre, un petit conflit de faible intensité. Mais on a voulu l'ignorer. C'est un peu comme si on avait voulu sacrifier au principe de plaisir. Cette situation était gênante. On voulait se persuader que c'était une sorte de conflit exotique, lointain. Et donc là, ça nous revient dans la figure, d'une part. Et puis d'autre part, en quoi c'était épocale, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres conflits à la surface de la planète, et il me semble qu'on avait bel et bien basculé dans une nouvelle guerre froide. Ça avait commencé en 2014, à mon sens. Peut-être que les historiens du futur jugeront que 2014, avec le rattachement Manu Militari de la Crimée, c'était déjà l'entrée dans une nouvelle ère. On sortait d'un long après-guerre froide qui avait quand même déjà été mis à mal à partir de 2001 par les attentats du 11 septembre. Mais c'était un cycle de conflits asymétriques, c'est-à-dire c'était des conflits qui restaient quand même
même lointain, finalement, même s'il y avait une omniprésence médiatique. Et là, c'est une guerre, une grande guerre, une vraie guerre. On parle de guerre de haute intensité. Finalement, si on veut chercher à rendre la réalité la plus présente qui soit, c'est une vraie guerre, c'est une grande guerre, un affrontement armé, sanglant, entre collectivités politiques organisées, qui se déroule au milieu de l'Europe, parce que l'Ukraine, elle est à cheval sur l'Europe centrale et orientale. Et ce que l'on peut voir derrière cette guerre, c'est un conflit hégémonique, finalement. C'est comme ça que je l'analyse. À Pékin comme à Moscou et dans un certain nombre d'autres capitales, je pense à Téhéran, par exemple, il y a cette idée que l'Occident est fini, qu'il faut clore cette ère qui a été inaugurée, finalement, avec les grandes découvertes, les débuts de l'expansion occidentale, que les équilibres de puissance, de richesse, ça se déplace vers l'Asie. Le monde doit basculer vers l'Asie, et j'inscris cette guerre dans cette perspective. C'est comme ça que Vladimir Poutine pense ce conflit. Il faut parler de Russie-Eurasie, c'est pour ça que j'insiste dans cet ouvrage, entre autres sur le concept d'Eurasie. Oui, d'ailleurs, cet ouvrage, vous l'avez écrit avant la guerre qui vient de se déclencher là en février. Et déjà, on a l'impression que vous y êtes déjà. Oui. Pour vous, ce n'était pas une surprise. Ah non, pas du tout. Alors, il faut rappeler... c'est toujours la question des points de bascule, là, mais finalement, c'est allé assez vite avec Vladimir Poutine. 1999, 2000, alors il y avait la Tchétchénie. On pouvait dire c'est un conflit intérieur, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais un des points tournants, à mon sens, ça, c'est l'affaire Rodorovski en 2003. Lorsqu'il emprisonne Rodorovski, il exproprie purement et simplement. Il avait quelque chose de très bolchevique. Je prends, et puis j'élimine à ce qui me gêne. Donc là, ça montrait que sur le plan intérieur, c'était pas la marche vers la démocratie libérale. Alors avec certes peut-être bien des défauts, mais bon, la Russie est grande, elle a un passé lointain. On comprend que la Russie ne puisse pas devenir en quelques années la Confédération helvétique. Mais il y avait cette idée-là quand même. Il y a une transition. La Russie, c'est une Pologne en plus grand. Et fondamentalement, la direction serait la bonne. 2003, l'affaire Rodorovski, c'était quand même quelque chose de significatif. Et puis pour moi, si je cherche mon point de bascule, je me posais encore des questions à cette époque-là, je m'en souviens. Je suis arrivé à la Russie un peu malgré moi, en travaillant sur l'OTAN, la réforme de l'OTAN, la question de la défense européenne. Inévitablement, j'en suis venu à la Russie. Je me posais encore des questions, encore un peu 2004, 2005. Est-ce que c'est un point aberrant sur une courbe qui serait bien orientée? Je maintenais un certain balancement, finalement. L'autre point tournant, c'est 2007, 10 février 2007, c'est le discours de Munich, c'est le discours qui est prononcé par Poutine à la conférence sur la sécurité de Munich, un des grands raouts de toutes les questions sécuritaires au niveau international, et c'était un discours de guerre froide, c'était quelque chose qui était clair, qui était explicite. Ça, c'est en 2007, et puis l'année suivante, 2008, c'est la guerre en Géorgie, et à partir de là, on pouvait aisément... Donc, moment Carrefour, discontinuité, c'est pas tout simplement quelque chose, il n'y a pas de continuité, on est là au bord d'un abîme, peut-être, tel que vous le décrivez. C'est la question de la spirale, de la montée aux extrêmes, qui est inhérente finalement à tout conflit. Alors après, il y a les frictions du réel là, qui peuvent venir contrarier cette ascension aux extrêmes, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Poutine, il a un programme géopolitique en tête, il a un agenda qui était resté relativement discret, sinon caché, jusqu'en 2007-2008. Les choses sont devenues explicites à partir de là. On pouvait le comprendre à partir de là, mais bon, l'esprit est toujours plus prompt que la chair. Il y a un décalage entre le diagnostic et puis ce qui s'est passé. Mais finalement, tout était là en germe à partir de 2007-2008. Par rapport à ce refus de savoir, ce refus de le voir à temps, et même une fois que la guerre se déclenche, il y a un certain refus de prendre la mesure de ce qui se passe. Vous critiquez les analyses de guerre qui se fondent sur le réel politique. Vous montrez que paradoxalement, finalement, le réel politique n'est pas réaliste. Ça nous a fait penser à ce que dit Raymond Aron à un moment donné quand il parle du mauvais réalisme. Oui. Alors, ma question serait, est-ce qu'il y a un vrai réalisme, un réalisme qui n'est pas mauvais, disons, et quel serait ce réalisme aujourd'hui ?
Il y a le réalisme classique de Raymond Aron qui prenait en compte quand même de multiples données. Donc il y a différents niveaux d'analyse finalement dans une situation de conflit. On peut distinguer un premier niveau d'analyse, ça sera la nature humaine et le rôle de différentes personnalités. Le deuxième niveau d'analyse, ça sera le régime politique, les forces sociopolitiques, les dynamiques sociales à l'intérieur du pays considéré. Et puis le troisième niveau d'analyse, ça sera la structure même du système international. Est-ce qu'on est dans un monde bipolaire? Est-ce qu'on est dans un monde monopolaire? Est-ce qu'il y a d'autres centres de puissance? Donc quand on prend en compte ces différentes dimensions, on peut certainement cerner la réalité de plus près. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le réel n'est pas réaliste. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'on met un isme quelque part, et c'est certainement inévitable, fatalement on mutile quand même d'emblée l'analyse justement de la réalité. Ça repose sur un certain nombre d'axiomes, ça repose sur un certain nombre de postulats. Mais alors le réalisme que je visais là plus précisément, c'est pas forcément la théorie réaliste des relations internationales, parce qu'il y a différentes écoles en fait. Et donc le réalisme classique incarné par Raymond Aron, prolongé aujourd'hui par le néoclassique, ça prend en compte à différentes dimensions. Mais ça serait plutôt cette espèce de réalisme vulgaire. Moi je suis réaliste, et en fait quand on considère ce réalisme, on identifie ces représentations à ce que la réalité est censée être. Souvent ce que l'on trouve dessous, c'est une forme d'économisme. On fait un peu comme si les chefs d'État, les politiques... D'ailleurs, vous montrez comment le réel politique se reflète dans le langage, et qu'il y a donc, par exemple, par un certain refus de reconnaître la menace que constitue l'alliance entre la Chine et la Russie, on refuse l'utilisation de certains termes. Par exemple, on ne dit pas ennemi, on ne dit pas hostilité, on ne dit pas adversité, mais plutôt compétition stratégique ou opportunité économique, comme si l'économie, justement vous venez d'en parler, l'économie l'économie est au service d'un certain déni de la guerre. Oui, c'est la thèse de la paix par le commerce. Alors ça vient de loin, et puis c'est inhérent au développement de nos sociétés occidentales, à bien des égards favorables d'ailleurs. C'est cette mise en avant des intérêts qui était supposée paisible, qui a accompagné le développement de l'état de droit, le développement des libertés. Donc il ne s'agit pas de bannir tout ça au nom d'une forme de darwinisme géopolitique qui reviendrait à faire l'éloge pur et simple du conflit et de la guerre. Mais il est vrai que cette domination des représentations économiques sur les esprits, notamment au niveau des dirigeants, mais pas uniquement, c'est quelque chose qui fausse la perception de la réalité. Parce qu'on ramène tout à une analyse coût-bénéfice finalement. Et donc souvent ce que j'entendais dans les jours, les semaines qui précédaient l'entrée en guerre, c'était il ne va pas le faire, ça va lui coûter trop cher, c'est une très mauvaise affaire, comme si c'était une affaire commerciale. L'impression que le summum de la rivalité pour nous, c'est ces deux hommes d'affaires qui se disputent un marché, ces deux agents immobiliers qui se disputent une commission. Alors que c'est quelque chose d'une autre nature. Il y a une autonomie du politique, et sous le politique, il y a des passions qui grondent. Exactement. Il y a la volonté de puissance, vraiment au sens de Villeux-de-Sourmarthe, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser, me semble-t-il. Vous l'abordez d'ailleurs dans cet ouvrage quand vous mettez en évidence ce concept que moi je ne connaissais pas avant de vous lire, mais qui est celui de la dervaja, qui est un concept de puissance qui ne tient pas compte de la dimension rationnelle avec laquelle on mène une politique. Donc on voit bien que si on évacue les passions, comme vous dites, ou ce qu'on pourrait appeler les pulsions, on passe à côté de ce qu'est la guerre. Oui, tout à fait. C'est une anthropologie mutilée, en fait. C'est ce qu'on a pu appeler autrefois l'anthropologie rêvée des Lumières. Ça serait peut-être à discuter, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement d'unité philosophique et théorique des Lumières. Mais enfin, c'est une autre question. Mais enfin, il y a cette vision selon laquelle l'homme serait avant tout un être de besoin. Et finalement, la réponse essentielle, ça serait à travers le développement économique, la prospérité. Ça donnait ce qu'on appelle la théorie de la paix par le commerce. On trouve ça déjà chez Montesquieu. Ça se retrouve chez Bentham, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Oui, je pense que c'est encore il faudrait peut-être l'utilitarisme, mais bon, il y a des liens, indubitablement, mais ça, c'est quelque chose qui se retrouve chez Benjamin Constant, dans une superbe, d'ailleurs, conférence sur la liberté des anciens et la liberté des modernes. Ça traverse à tout le 19e siècle. On retrouve ça sous la plume de Victoria, enfin, le discours qu'elle avait prononcé au moment de l'exposition universelle de Londres. Ça devait être en 1851, le fameux Crystal Palace. Progrès, oui, c'est ça. C'est ce que les Anglais appellent l'histoire Whig.
une flèche linéaire, libérale, ascendante, et c'est cette croyance fondamentale dans le progrès qui fait que sous la lame brisée des événements, les théoriciens de l'histoire comme progrès ne nient pas les guerres, un certain nombre d'événements désastreux, mais fondamentalement les choses seraient quand même bien orientées, et il y aurait bel et bien un progrès. Donc il y aurait un sens de l'histoire, un sens ascendant de l'histoire. Oui, et qui s'est constitué, c'est une forme de sécularisation de la conception judéo-chrétienne du temps, on dira, le temps biblique, mais bon, là, ça se plaçait sur un autre plan. Mais cette sécularisation, au XVIIIe siècle, là, c'est la philosophie de l'histoire. C'est Voltaire, dans son essai sur les mœurs, en 1656, qui utilise le premier cette expression de philosophie de l'histoire. Et donc, il y a une histoire orientée, il y a une histoire déterminée, une histoire ascendante. La différence avec la théologie de l'histoire, c'est que les causes ne sont pas transcendantes, les causes sont immanentes. C'est le développement technologique et économique qui constitue le moteur de l'histoire et qui emmène les sociétés vers quelque chose qui sera un mieux par rapport à ce qui précède. Et ça, même si c'est plus véritablement pensé, théorisé, c'est même battu en brèche par différentes théories dans les sociétés occidentales postmodernes, ça reste quand même dans notre perception des choses. On avait trouvé ça sous, d'ailleurs, Obama, il avait expliqué en 2014 que l'entreprise de Poutine était vouée au néant parce qu'il se plaçait du mauvais côté de l'histoire. Donc il y a bel et bien un sens de l'histoire ascendant. Bon, voilà, on va faire une petite pause pour écouter un écho de la culture par notre collègue France Jégu, et restez avec nous, on va continuer notre débat. C'est tout simplement l'histoire de l'émission qui a cette structure-là. Voilà. Jingle de transition. Bonjour France, vous êtes d'ailleurs comme tous nos chroniqueurs, vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Je pense que vous pensez qu'il est le moment de parler de la série The Crown. En effet, il n'y a pas que moi qui le pense, vous aussi, Gil, puisque la reine Elisabeth II vient de nous quitter, et qu'effectivement, c'est le moment ou jamais donc, de parler de cette série de la plateforme Netflix qui met en scène depuis 2016 la vie de Feu Sa Majesté. Alors, dans un peu plus d'un mois, les amateurs vont pouvoir découvrir la saison 5, qui est très attendue puisqu'elle est consacrée à la mort de Diana et à la fin du mariage de Charles et de Diana. Bon, alors, l'indéniable succès de la série est à la mesure, on pourrait dire, de l'extrême popularité de la reine qu'on a pu mesurer. Pour autant, l'un n'explique pas l'autre, il me semble, et ça serait aller bien vite en besogne que de conclure comme on a pu le lire dans la presse, certains commentateurs l'ont suggéré. Ils ont suggéré qu'en effet, en faisant de la reine un personnage, le réalisateur Peter Morgan aurait contribué d'une certaine manière à la ferveur qu'ont témoigné ses fidèles sujets ces derniers temps. Alors, on dit à juste titre qu'effectivement, cette série aurait humanisé la reine. Oui, alors, je suis d'accord. Effectivement, la série a quand même humanisé la reine. On la voit douter, on la voit souffrir, beaucoup. Elle souffre de la mort de son père, déjà dès le début de la saison 1. Elle souffre des indélicatesses de son mari. Elle souffre aussi, ça c'est un épisode qui est particulièrement palpitant. À un moment donné, son secrétaire particulier va lui révéler que son oncle chéri, le Édouard VIII, qui abdique, a en effet fricoté honteusement avec les nazis pendant la guerre. Donc effectivement, elle est humanisée, mais le mérite de Peter Morgan n'est pas là, et je voudrais qu'on souligne d'emblée le fait qu'il a intitulé sa série The Crown et non pas The Queen, par exemple, comme a pu le faire Stephen Frears en 2006 avec son film qui a connu un grand succès. C'est donc de l'institution qu'il s'agit dans la série, n'est-ce pas, de la couronne qui perdure par-delà celles et ceux qui s'en voient coiffer. Et Morgan ne rate absolument pas une occasion de nous le rappeler.
Alors il y a un autre échange, un autre épisode qui est particulièrement intéressant parce qu'il y a cet échange entre Winston Churchill, qui à l'époque est Premier ministre, et la princesse Margaret. Et à cet égard, c'est un échange qui met vraiment les points sur les i. Winston Churchill s'adresse à Margaret, qui prétend satisfaire les attentes des Britanniques. Elle a l'idée qu'ils veulent savoir qui elle est et qu'il faut qu'elle soit elle-même. Et Churchill lui rétorque, cinglant, donc je cite en anglais, « No one wants you to be you, they want you to be it ». Et c'est la couronne. Hein. Voilà. Donc, il n'est évidemment pas faux de dire que la série a humanisé la reine, elle a surtout rendu palpable cette dichotomie entre les deux corps de Sa Majesté, le spirituel et le terrestre d'un côté. Et à chaque fois, c'est ce que nous montre Morgane, c'est le spirituel qui l'emporte. Et c'est là que gît en fait la tension dramatique qui est à l'œuvre donc dans la série et qui en fait une excellente série. Alors, notre académicien Marc Lambron l'a résumé dans une chronique qui est parue ces derniers jours dans Le Figaro. Il l'appelle Élisabeth la reine de marbre. Et en effet, il souligne le fait qu'elle n'a jamais vraiment été une reine de chair et de sang, si j'ose dire, pour ces sujets. Et donc, je vais citer la plume de Lambron. C'est joliment dit. « Si le marbre est un minéral veiné, elle avait des veines de marbre. Des deux corps du roi, le sublime et le terrestre, elle ne laissa guère respirer le second. » Donc cette double nature du monarque est, on le sait, donc le socle de la continuité monarchique, et c'est cette continuité qui est illustrée dès le début dans The Crown. Alors, on dit qu'il faut remonter au XVIe siècle pour trouver la mention du corps du roi. De cette double nature, en effet. C'est à l'époque élisabéthaine, mais cette fois-ci l'époque de la reine de la grande Élisabeth Ière. C'est à cette époque-là qu'on trouve les premières mentions, en effet, de cette double nature du roi, dans des textes juridiques, bien sûr, mais aussi chez Shakespeare. Et justement, c'est amusant parce que Lacan y fait référence à sa manière en relevant une réplique d'Hamlet dans Le Désir et son interprétation. Alors, Hamlet dit à un moment donné dans la pièce de Shakespeare « The body is with the king, but the king is not with the body ». Alors Lacan, là, dans Le Désir et son interprétation, il souligne à juste titre que Hamlet dit « body » et qu'il ne dit pas « corpse ». « Corpse », c'est la dépouille. Et donc, c'est une notation fine parce que ça veut dire qu'effectivement, dans cet échange, il n'est pas question, comme on pourrait le penser, de la dépouille de Polonius que Hamlet a tué, il doit se débarrasser de ce corps-là. Il s'agit d'un autre corps beaucoup plus sublime. Et donc Lacan suggère d'ailleurs à ce moment-là de remplacer le mot roi par phallus dans la phrase d'Hamlet pour faire apercevoir, et donc je le cite, que c'est précisément ce dont il s'agit, c'est à savoir que le corps est engagé dans cette affaire du phallus ô combien, mais qu'en revanche, le phallus, lui, n'est engagé à rien et vous glisse toujours entre les doigts. Bon, en tout cas, une chronique et des analyses inspirées par les études de Kantorowicz, qui a travaillé sur cette double nature du corps du roi, celui qui dure dans le temps et celui qui s'éteint, et cette dépouille charnelle. Alors, un mot de conclusion, France Jégu. Alors oui, un mot de conclusion... Pour saluer cette reine de devoir, finalement, à laquelle The Crown rend hommage, Peter Morgan, finalement, en fait une reine de peu de mots. Elle ne discute pas beaucoup, elle fait son devoir. Alors Lambron, toujours lui, a dit que chez elle, le moi n'était que sur moi. Il me semble que par-delà la boutade, à l'heure d'Instagram et de cette transparence de mauvais aloi, il semblerait que nous ayons tous goûté sa réserve et son silence. Merci beaucoup, France Jégu. Restez avec nous. Vous allez voir qu'en fait, on va prendre appui sur ce que vous avez présenté pour continuer la conversation avec Jean-Sylvestre Mongrenier. Donc, avant de continuer de parler des bouleversements de la situation en Europe, on voudrait revenir sur une note que vous avez écrite récemment sur le décès justement d'Élisabeth II. Ce que disait France Jégu sur le corps spirituel nous a fait penser à ce que vous évoquez, vous, de la monarchie sacrée.
la monarchie sacrée que vous présentez comme un invariant qui ne plaît pas à l'historien d'une certaine façon, puisque il annule le temps. Vous proposez à la place une expression qui nous a intrigués, on va vous demander peut-être de nous l'expliquer, c'est la nostalgie du futur. Alors sur l'invariant qui ne plaît pas à l'historien, je ne vois pas pourquoi, à vrai dire. L'histoire, c'est pas forcément un historicisme. Je pense pas que tout est destiné à passer à la moulinette du temps. Et on parlait de philosophie de l'histoire tout à l'heure de Voltaire. Dans sa conception de l'histoire comme progrès, il pose quand même la nature humaine. Et pour lui, l'histoire comme progrès, c'est une actualisation de toutes les possibilités que la nature humaine recèle. Et donc par là même, ça introduit un certain nombre de limites. Donc on peut reconnaître des invariants. Il y a eu des rencontres qui ont pu être féconde entre l'histoire, l'anthropologie, la psychanalyse. Je ne suis pas spécialiste de ces... Ce que l'histoire reproche à la psychanalyse, c'est qu'elle produirait des invariants. Oui, mais je ne sais pas si l'histoire reproche ça. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me sens pas engagé par cette... quand on fait une histoire des mentalités sur la longue durée, alors c'est peut-être pas invariant sur des millions d'années, mais bon, en revanche, il y a quand même quelques milliers d'années qui peuvent être engagées. L'étude des mythes, ça montre qu'il y a quand même des courants souterrains, là, des nappes phréatiques, des choses là Surtout quand on étudie la guerre, finalement, et les motivations de la guerre, c'est difficile parfois de voir autre chose que des invariants. Oui, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre d'invariants qui sont à l'œuvre dans l'histoire, ne serait-ce qu'à travers le psychisme des hommes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du réalisme, je disais que dans le réalisme classique ou néoclassique, il y a 3 niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est la nature humaine, les personnalités. Précisément par rapport à la monarchie sacrée qui est comme invariance, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que ça correspond à une conception de la souveraineté, à caractère sacral. On peut certainement trouver des traces dans le passé le plus lointain, au départ des rois prêtres, doués de pouvoirs magico-religieux. Alors après, et la nostalgie du futur. La nostalgie du futur, bon là c'était... quand je me pensais à ça, je pensais un peu aux idéotypes ou aux idées platoniciennes. C'est-à-dire qu'il y a une réalité au-delà, et puis il peut y avoir des éclipses du sacré, qui font que les hommes, finalement, ils ne perçoivent plus forcément cette dimension sacrale, mais l'idéal type, lui, ou l'essence platonicienne, l'idée platonicienne, elle continue à exister. Donc c'était dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'il y avait un côté un peu, là, pour le coup, presque Mircea Eliade, la terreur de l'histoire. On se replonge dans les mythes originels, et puis on se régénère. Il décrit bien ça, Mircea Eliade, dans son œuvre. C'était un peu cette inspiration-là. C'est ce à quoi ça m'a... Je suis parti de l'archétype jungien, de mémoire. Oui. Donc cette idée, qui me semble féconde, je ne sais pas jusqu'où on peut la soutenir, ça tient, etc. Mais l'idée qu'il y a quand même beaucoup d'universaux dans les mythes. Il y a des différences, il y a des mythologies indo-européennes, il y a d'autres mythologies, mais enfin, même au-delà de ces mythologies particulières, c'est déjà des grandes familles de mythes, on arrive à dégager un certain nombre d'universaux. Donc il peut y avoir une approche à la Jung, me semble-t-il, parce que je ne suis pas un connaisseur, si vous voulez, de son œuvre. Je l'ai simplement un peu parcouru. Une sorte d'approche par le bas, finalement, l'idée qu'il y aurait des structures de la psyché là, qui demeurent, des invariants qui se traduisent après peut-être de manière différente selon les peuples, les époques, mais il y a quand même des invariants. Puis après, mon idée, c'était d'inverser la chose. Si après tout, cette approche par le bas, est-ce que ça pourrait pas mener à l'hypothèse selon laquelle il y a des invariants en haut? Et là j'ai pensé à Platon, le mythe de la caverne. C'est comme ça que j'en suis. Mais c'est très exploratoire, si vous voulez. On avait le sentiment, en vous lisant, que c'était aussi une façon de prendre le contre-pied de la question de l'invariant pour essayer de réinscrire de la temporalité, mais de manière finalement paradoxale, c'est-à-dire nostalgie du futur. Ça témoigne bien d'une difficulté à pouvoir penser le futur autrement justement qu'avec la référence du passé. C'est d'autant plus vrai parfois dans un moment de crise où on a toute visée du futur tourne vers l'apocalypse quand elle ne se retourne pas vers un modèle du passé. Dans mon idée, c'est que s'il y a quand même des récurrences, des effets de répétition, des similitudes dans l'histoire, c'est que ça doit traduire quelque chose de plus profond. Vous voyez, c'est plutôt dans cette idée-là. Et donc, un certain nombre de nos représentations peuvent voiler cette réalité fondamentale dans notre âge sécularisé, par exemple. Mais l'idée que dans l'avenir, justement, un certain nombre de voiles là, pourraient se déchirer, et puis des invariants de ce type réapparaître en pleine conscience. Vous voyez, c'était plutôt dans cette idée-là. Justement, quand vous évoquez
évoquiez la dimension de la répétition, ça fait penser à la façon dont vous avez abordé, et dont vous en aviez parlé quand on avait préparé ensemble un petit peu cette conversation, la dimension tragique de l'histoire. Est-ce que vous avez le sentiment que, par exemple, en contrepoint de l'analyse réaliste qui est plutôt faite de cynisme parfois ou de déni, est-ce qu'une vision tragique de l'histoire peut nous aider à comprendre ou à mieux interpréter ce qu'on a sous les yeux ? Oui, certainement, oui, on a intérêt à lire les tragiques. D'ailleurs, c'est ce que faisait Freud, non ? Et donc, il partait quand même de l'idée d'invariant, en tout cas d'un certain nombre de choses qui demeurent, de structures qui demeurent sur les temps longs. À le lire, ou pour ce que j'en ai lu, bien sûr, on a le sentiment que Sophocle est dans son divan, et puis que l'inconscient est atemporel chez lui, me semble-t-il. Là, ça échappe l'inconscient au ignore temps. absolument le temps. Et donc, il y a quelque chose dans notre inconscient qui demeure des temps primitifs, qu'on peut saisir à travers les mythes, et ces mythes, c'est ceux qui sont mis en scène par la tragédie grecque, et au départ, c'est religieux, la tragédie grecque. Il s'agit de rendre présents ces mythes, de renouer le contact avec le sacré de cette manière. C'était notamment, de mémoire, des rites, des liturgies en rapport avec le culte dionysiaque, et oui, c'est quelque chose... En fait, on ressent le temps quand il y a des discontinuités, quand il y a du nouveau. Enfin, Oui. Enfin, je dis ça parce que vous parlez aussi d'une nouvelle guerre froide à venir. Nous y sommes. Et c'est même une guerre froide chaude. Parce que les débuts de la guerre froide, est-ce qu'on l'a fait commencer en 43, en 45, en 47, 48, mais enfin, dans les premiers temps de la guerre froide, on a une véritable guerre, une vraie guerre chaude en Corée, qui a été extrêmement meurtrière. Et donc là, il y a des similitudes avec une certaine différence quand même, c'est que c'est pas en Extrême-Orient, c'est en Europe centrale et orientale. Et là, vous parlez d'une polarisation, c'est-à-dire qu'on va vers une polarisation entre un Occident libéral et démocratique d'un côté et un axe de pays qui serait révisionniste, des États perturbateur, je pense. L'expression de Castex, de l'amiral Castex. Et donc, qui se rangerait derrière la Chine et la Russie, et peut-être l'Iran aussi. Oui, certainement. Et que vous parlez du danger qui est inclus dans cette polarisation d'une guerre. Oui, bien sûr. Non seulement c'est une nouvelle guerre froide, mais il faut avoir à l'esprit que cette expression, finalement, elle peut sembler rassurante à certains, parce qu'on se dit, finalement, c'était froid, et puis est-ce que c'était pas une forme de stabilité, cette bipolarité, on reconstruit les choses après coup, en omettant le fait qu'à plusieurs reprises, on est passé à deux doigts de la catastrophe, et pas seulement lors de la crise de Cuba, à différentes reprises, mais au-delà même de cette nouvelle guerre froide, on a le sentiment que c'est un conflit hégémonique qui est amorcé. C'est ce qu'on a un petit peu évoqué avant. Il y a chez Vladimir Poutine, il y a chez Xi Jinping et un certain nombre de dirigeants de pays comme l'Iran, l'idée que l'Occident est fini et puis qu'il faut achever le travail en quelque sorte. En perspective, le monde basculerait vers l'Asie. Il faut en terminer avec 5 siècles d'hégémonie occidentale. Ce qu'on appelle l'ordre international libéral, c'est ce qu'ils appellent l'hégémonie occidentale. Là, il faut... Là, on voit de nouveau que l'économie ne peut pas expliquer tout ça, puisqu'il s'agit de toute autre chose. J'ai lu d'ailleurs dernièrement, je ne sais pas si c'est chez vous, que Poutine ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui est l'économie. Il s'intéresse comme moyen, je pense. C'est-à-dire l'économie ne peut pas dissoudre les rapports de puissance. La volonté de puissance ne peut pas se dissoudre dans le grand marché. C'est le pari qui avait été fait finalement au lendemain de la guerre froide. Il y avait l'idée selon laquelle l'insertion de la Russie dans les réseaux énergétiques, finalement, ça permettrait à la Russie d'aller dans le bon sens. C'est le pari qui a été fait sur la Chine. Dans un premier temps, le rapprochement avec la Chine au début des années 70, c'était dans cette logique de guerre froide, il s'agissait d'isoler encore plus l'URSS. Mais ensuite, une fois que cette guerre froide a été terminée, très vite s'est posée la question d'une plus grande insertion de la Chine dans les réseaux économiques mondiaux. Ça a débouché entre autres sur son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Et même si bien sûr il y avait aussi de l'affairisme, il y avait du cynisme chez les uns et chez les autres, tout ça c'est un cocktail, tout est mêlé. Et il y avait cette conviction profonde, on trouve le thème de la paix par le commerce, conviction selon laquelle une fois que la Chine serait bien intégrée dans le marché mondial, ses dirigeants deviendraient
serait une sorte d'actionnaire, des stakeholders, comme on dit en anglais, du système international, et que fondamentalement ça irait dans le sens de la pacification. Alors il pourrait y avoir des frictions, il pourrait y avoir des désaccords, mais ça resterait limité. Tout ça pourrait être géré. On parle de gestion. Il faudrait travailler aussi d'ailleurs sur l'omniprésence du terme de gestion. Des termes managériaux finalement Pardon ? Des termes managériaux. Oui, tout à fait. Donc la volonté de puissance, finalement, va se dissoudre. Ça va permettre l'enrichissement, la croissance en Chine va permettre l'émergence d'une classe moyenne. Cette classe moyenne, dans un premier temps, elle va se satisfaire d'une hausse du niveau de vie, mais dans un second temps, elle aura des revendications en termes de dignité, de droits politiques. Là, on trouve presque un thème à la Hegel, finalement, celui de la reconnaissance, et ça contraindra le parti-État chinois, le Parti communiste chinois, à lâcher du lest et à accepter une certaine libéralisation. Et cette libéralisation du régime politique chinois, elle aura des retombées sur le plan international. Là, ça empêchera l'émergence d'une Chine agressive qui veut faire basculer l'ordre du monde. Et ce pari a échoué. Votre lecture va complètement à rebours, en effet, de cette lecture réaliste. Et dans la dimension tragique de l'histoire, vous allez même jusqu'à convoquer Francis Fukuyama et la question de la fin de l'histoire. Alors, il y a la dimension épocale, il y a la dimension hégémonique, il y a la dimension tragique, pour aboutir finalement à la question de la fin de l'histoire. En quoi est-ce que ce concept qui avait été développé par cet historien vous semble aussi à même finalement d'éclairer le moment tournant et épocal dans lequel on se situe ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'est une œuvre qui est riche, ce qui mérite un peu... On n'a pas beaucoup de temps, Ce qui mérite, quand on parle de Francis Fukuyama, c'est que souvent la lecture est paresseuse, et puis on explique qu'il aurait prophétisé, en quelque sorte, l'avènement d'une époque idéale. Là, ça serait le règne de la démocratie de marché, alors qu'il y a une touche pessimiste très forte chez lui, puisque son ouvrage, c'est La fin de l'histoire et Le dernier homme. Donc là, c'est la référence à Nietzsche, et c'est pas du tout une simple apologie de la démocratie de marché, loin s'en faut. Et il a envisagé la possibilité qu'il y ait des retours de bâton, y compris même à l'intérieur de l'Occident, qu'il y ait une partie des populations en Occident qui soient finalement insatisfaites de ce monde qui serait pure administration des choses, pure gestion, et qui pourrait y avoir. C'est même peut-être le seul à avoir, sans véritablement le vouloir, me semble-t-il, à avoir envisagé l'accès de Donald Trump au pouvoir. Ça apparaît dans cet ouvrage qui date de 1992. Une sorte de réaction à la postmodernité, à cet aspect dissolvant, à une forme un relativisme qui aboutit à une forme de nihilisme, un retour de bâton à l'intérieur. Et donc je pense qu'il a anticipé un certain nombre de choses, et puis il pose de véritables questions, parce que quand on parle de fin de l'histoire, l'histoire c'est pas simplement l'écoulement du temps, à mon sens ça implique une certaine idée de l'homme, l'homme qui est capable de poser des actes de manière souveraine, qui est capable d'avoir prise au moins sur une partie des choses. Il n'est pas tout puissant, mais il a quand même un libre arbitre, et il peut changer le cours de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose de très européen, occidental. Je crois que c'est Peter Sloterdijk, qui dit que finalement, la conception de l'histoire que l'on a, c'est celle qui s'est véritablement envolée, qui a pris son envol avec les grandes découvertes. Et quelque part, c'est le récit de ce qu'on pourrait appeler la première mondialisation, qui a été initiée par les Ibériques. Et finalement, la fin de l'histoire, telle qu'il l'a décrit, pourrait considérer, si on prend une lecture extérieure, celle des Chinois par exemple et des Russes, c'est la fin de l'histoire de l'hégémonie occidentale. Donc il y a quand même beaucoup de lectures, beaucoup de points d'entrée pour Fukuyama. Et c'est un ouvrage riche qui suppose une bonne culture philosophique, et qui peut pas, c'est pas simplement un marchand d'illusions, contrairement à ce que l'on dit. C'est un running gag, ça, à chaque fois. Francis Fukuyama, Bon, là on n'arrive pas à la fin de l'histoire ni à la fin de l'émission, mais c'est la fin de notre discussion, malheureusement, qui pourrait certainement continuer puisqu'elle est très intéressante. Mais nous devons nous arrêter et passer à notre rubrique suivante, qui est l'actualité de la psychanalyse. C'est parti. Bonsoir Marie-Laurent, vous êtes psychanalyste et psychiatre à Bordeaux, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous allez nous présenter aujourd'hui ce qu'est un CPCT. Alors on vous écoute.
Le CPCT est un centre qui met la parole au cœur de son dispositif et qui propose des consultations gratuites avec des psychanalystes qui peuvent déboucher sur des traitements courts aux effets thérapeutiques rapides. Donc l'acronyme Centre psychanalytique de consultation et de traitement. Et de traitement, voilà. Ouvert à chacun, le CPCT inscrit son action dans une association loi 1901 en lien avec l'école de la cause freudienne qui a créé le premier CPCT à Paris en 2003 dans un contexte d'offensive contre la psychanalyse. Depuis, de nombreux CPCT ont été ouverts en France et en Belgique. Ils appartiennent tous au réseau de la Fédération des institutions de psychanalyse appliquée. Alors peut-être pour repérer quelle est leur place dans le paysage institutionnel et médico-social aujourd'hui, nous pouvons peut-être nous interroger sur celui-ci et sur l'univers de normes et de valeurs qui le régit. Alors, par exemple, il y a le tout neuro. Le tout neuro est un discours en vogue. Il conçoit la souffrance mentale comme un processus organique et la parole simplement comme un moyen de maintenir la plasticité du cerveau. Au fond, peu importe ce que vous dites et comment vous le dites. Il y a aussi l'identité, autre notion à laquelle le champ médico-psy est perméable. Elle induit une écoute située, orientée, qui tend à figer la personne dans des énoncés réducteurs qui ne sont pas interrogés. Vous êtes ça, une bonne fois pour toutes, et c'est comme ça. Enfin, le discours managérial. Alors, on peut dire que lui imprègne toutes les stratégies institutionnelles, pour parler comme les écoles de commerce en termes de stratégie. Il suppose qu'on convertisse systématiquement les signifiants en chiffres. Or, lorsque c'est la quantification qui dirige le monde, lorsqu'on croit que tout se chiffre, même l'incommensurable, le lien social qui, lui, repose sur la parole se défait. Ces mots d'ordre, donc, flottent dans l'air du temps. Mais n'aboutissent-ils pas à expurger l'énonciation de la parole? Ne tendent-ils pas à faire disparaître ce qui se cache dans ce qui se dit? Toutes ces choses qui nous traversent de manière inconsciente. C'est-à-dire, au fond, la dimension de vérité contenue dans la parole. En ravalant la parole à un simple exercice de langage, ne mésestime-t-il pas son rapport au corps? Le fait qu'il existe des réponses non verbales et non congruentes au dit. Ces discours nient l'existence d'une autre scène, celle de l'inconscient. Et puis, il faut bien le dire, la conséquence de leur hégémonie n'est-elle pas la pente à faire disparaître la psychanalyse des institutions? Les CPCT sont une réponse en acte. Ils prennent place au cœur des discours d'aujourd'hui comme épines dans les croyances et les certitudes. Cela suppose que les CPCT prennent langue avec des partenaires institutionnels de la cité pour qu'il existe le discours analytique, pour qu'il soit reconnu d'utilité publique. Donc on vient au CPCT pour parler? C'est ça, pour parler en s'adressant à quelqu'un qui croit aux effets de la parole. Et une telle rencontre change le rapport que le sujet entretient avec ce qu'il dit. Parler à un autre est toujours un saut. On trébuche sur ce qu'on dit, on dit autre chose que ce qu'on dit, on en dit plus, on en dit moins, enfin on dit pas ce qu'on avait l'intention de dire. Le consultant est là pour entendre à un autre niveau que cela et permettre au sujet d'en tirer les conséquences. Car le malaise, son malaise s'éclaire, se dégage de sa gangue, se cerne, se nomme dans cette opération. Le CPCT est un lieu de réponse pour sortir d'une impasse subjective. Alors, quel est le dispositif ? Alors, il y a des nuances d'un CPCT à l'autre, mais il y a, disons, des principes communs. La gratuité, le nombre de séances proposées et la distinction entre un temps 1, qui est un temps de consultation, qui est fait pour évaluer la pertinence pour la personne qui vient demander d'un traitement par la parole, et le temps 2, qui est celui du traitement lui-même. Toute adresse au CPCT ne débouche pas forcément sur un traitement par la parole. En effet, la parole d'abord a ses limites, et puis parler ne veut pas dire la même chose pour chacun. Parfois, l'effet de la parole peut faire plus de mal que de bien. Dans ce cas-là, une orientation va être donnée, la plupart du temps médicale. Enfin, il peut y avoir une consultation à distance pour évaluer les effets du traitement.
Vous voyez par exemple au CPCT Aquitaine, il y a 2 consultations, 12 consultations pour le traitement et 1 séance à distance. Donc ça fait 16 séances en tout proposées. Que se passe-t-il au CPCT ? Eh bien, d'abord, en fait, une rencontre. Dans le transfert, celui qui vient, la personne qui vient rencontre ce qui l'affecte. Elle parle au consultant, lui-même étant engagé dans l'expérience analytique, et celui-là, ce consultant, repère, scande, intervient, interprète, pour que, dans ce qui se dit, s'entende un autre niveau. Alors vous parlez de traitement, alors que pour Freud, les effets thérapeutiques attendus sont de surcroît. Vous parlez de gratuité, vous parlez de temps limité de la cure, Est-ce que tout ça est encore de la psychanalyse ? Oui, d'abord, ce ne sont pas les standards qui font qu'on est ou pas dans le discours analytique. Lacan s'est battu contre l'aplanissement de la psychanalyse à une pratique réglée, à une orthodoxie, tant de séances par semaine, tant de minutes par séance. Il a averti les analystes du glissement que subit leur technique à méconnaître la vraie place où se produisent ces effets. Je le cite. Quelle place est-elle ? Comment savoir que nous sommes dans un parcours analytique et pas dans une psychothérapie ? Eh bien, c'est la rencontre avec l'objet analyste qui engage le discours analytique. C'est la manière dont le praticien se positionne dans l'interlocution et ce qu'il vise. Fait-il le maître ? Incarne-t-il l'idéal, la norme ? Veut-il rendre le sujet conforme ou adapté au discours ambiant ? Ou bien, à l'envers, en fait-il le rebut ? Vise-t-il le sens, voire le bon sens, croyant qu'il va remettre de l'ordre à ce qui est dérangé ? Ou bien, sait-il que ça ne coïncide pas et ça ne coïncidera jamais entre les hommes et les femmes, entre ce qui se dit et ce qui s'éprouve dans le corps ? L'enjeu d'une psychanalyse, qu'elle soit appliquée ou non à la thérapeutique, est la jouissance, soit ce qui rate singulièrement le plaisir, ce qui déborde le corps et la parole. Cet enjeu, remarquons-le, amène forcément la question de la responsabilité de chacun et de son éthique. Mais alors, autre limite qu'on pourrait aborder, question de la gratuité donc et de la durée de traitement. Oui, effectivement, les canons de la doxa analytique veulent que la gratuité soit un frein au progrès de la cure analytique. Freud lui-même, d'ailleurs, l'avait remarqué. Il remarquait qu'un traitement gratuit provoquait une augmentation des résistances. Cela peut conduire, effectivement, la gratuité peut conduire celui qui vient à rapidement s'interroger sur le désir de celui qui anime, celui qui le reçoit, au risque même d'en éprouver de l'angoisse. Aussi, le dispositif du CPCT, avec son temps limité, son décompte des séances manquées, entame l'intensité de ce « que me veut-il » Car l'adresse d'une parole à quelqu'un, qui fait advenir un savoir, s'accompagne toujours d'une demande d'amour. Une autre manière de la contenir dans un contexte de gratuité est de faire exister l'institution, par exemple en évoquant le travail de cartel dans lequel le consultant travaille et élabore. Tout cela, vous vous en doutez, est délicat et exigeant. Il ne s'agit pas de déclencher de grands battements de l'inconscient, mais de trouver modestement un savoir-faire sur un point précis jusque-là dans l'impasse, cause de la souffrance, voire du symptôme. Merci beaucoup Marie-Laurent de nous parler pour la première fois dans Studio Lacan des CPCT. Notre émission arrive à sa fin. Merci beaucoup. Pardon ? C'est moi. Oui, Jean-Sylvestre Montgrenier, de votre participation et de la discussion, de ce que vous avez amené qui a été passionnant. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine à 18h30 précise pour une émission de Studio Lacan qui traitera de quelque chose qui est lié, qui n'est pas sans lien, disons, avec ce que Marie-Laurent vient de nous amener, les CPCT. Surprise.
Mm.